Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est Richard-Antoine Kapeta-Kalali qui vous retrouve dans les cadres de l'émission d'analyse, de réflexion, de décryptage de la situation politique, économique, socio-culturelle du Congo. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Quelle stratégie faut-il pour anéantir le gangstérisme politique au Congo ?» Aujourd'hui, en fait, il y a du gangstérisme politique au Congo. C'est ce que nous vivons. Avant d'en arriver là, en fait, il y a une question qui ne passe pas la tête. C'est celle de savoir si les accords que nous avions signés avec les États-Unis d'Amérique, les accords dits privilégiés signés avec les États-Unis d'Amérique, sont déjà effectifs. Que je sache, dès que les accords sont signés, ils sont déjà effectifs. Alors, qu'est-ce que les Américains attendent pour mettre hors d'état de nuire des individus, des gens, un système qui est en train de vouloir paralyser un état de droit en gestation en République démocratique du Congo? Vraiment, c'est pour cela que nous disons il ne faut pas qu'ils attendent quand ça sera tard. C'est la raison pour laquelle, c'est cela qui nous conforte dans nos convictions selon lesquelles ce n'est pas le mitterrandisme français qui va nous affranchir, ce n'est pas le gaullisme, ce ne sont pas les démocrates américains, ce ne sont pas les républicains, ce ne sont pas les libéraux belges qui vont en fait nous libérer, qui vont nous faire progresser dans nos pays. C'est nous-mêmes. C'est notre prise de conscience et notre détermination à changer le cours de l'histoire qui fera changer les choses en paix. En fait, aujourd'hui, on se fait le devoir de parler de ce que c'est le gangstérisme politique au Congo. Il y a des gens qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est gangstérisme politique? Et on n'a jamais vu un allié qui est en train de combattre, de se mettre en porte-à-faux contre son partenaire. On ne l'a jamais vu. C'est du gangstérisme politique. En fait, je le dis et je le dirai avec force, qu'aujourd'hui, en fait, les fameux accords entre l'FCC, les cash, c'est une grosse fumisterie. Fumisterie, voulais-je dire. Pour tout simplement gagner du temps. C'est une véritable mise en scène pour tromper l'opinion, pour tromper le peuple. C'est de la poudre aux yeux pour tromper le peuple. C'est tout simplement un échafaud qu'ils sont en train de préparer soigneusement pour donner un coup fatal au pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est cela, j'en ai les convictions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me diriez après le crash de l'avion? En fait, ce n'était pas l'avion, c'est par accident que ça soit l'avion de la logistique du chef de l'État qui fut atteint, qui a été atteint. Il ne voulait pas atteindre cet avion, il voulait atteindre l'avion où se trouvait le chef de l'État. C'est du gangstérisme politique. Kabila s'est dit qu'il est le père de la démocratie parce qu'il a permis l'alternance politique dans le pays, mais il n'a pas voulu lever la main. Et il est fier que l'on sache qu'il a encore un mot à dire dans la vie politique du pays. Oui, un mot à dire en tant que chef de la majorité, autorité morale, mais pas en tant que chef de l'État. Il n'est pas chef de l'État. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ce gangstérisme politique. Qu'est-ce que c'est au juste gangstérisme politique? Il y a quelques exemples que je peux vous donner. Vous savez, quand on ne voudrait pas transformer le Congo aujourd'hui en Liban, où vous avez le Hezbollah, qui est un parti politique avec des députés au Parlement, mais qui entretient concurremment avec l'État une armée. Donc, une autre armée à côté de l'armée de l'État. Il s'est passé quelque chose lorsque le chargé des surveillants de la télécommunication, de la sécurité de télécommunication au Liban, avait proposé que les Hezbollah cessent d'avoir les systèmes de télécommunication. C'était pour les Hezbollah une déclaration de guerre. Ils ont pris des armes, c'était un problème très sérieux.
Donc, aujourd'hui, ça fonctionne de cette manière-là. Il ne faut pas qu'on nous amène à cette façon de fonctionner. Lorsque je regardais à la télévision, je vois Madame Olive Lemba, l'épouse de Joseph Kabila, qui descend de l'avion, talonnée par des gardes-corps qui ont des tenues militaires différentes de la tenue de nos FARDC. J'ai eu des frissons partout. Je me suis dit, mon Dieu, où est-ce que nous en arrivons? Ils avaient la tenue différente de la tenue de nos forces armées. Ils avaient des kalachnikovs entre les mains pour assurer la sécurité de Madame Olive Lemba. Donc, dans un pays, nous avons, à côté de l'armée nationale, de la police nationale, nous avons une autre armée. C'est cela que ça veut dire. Et c'est un message très important qu'ils envoient. Il faut que les gens arrivent à décrypter ce message. C'est extrêmement important. Donc, nous vivons dans un pays qui est en train de tendre à un système qui ressemble à celui du Liban, où vous avez à l'intérieur d'un pays d'autres factions d'armées. Et pourtant, Kabila lui-même avait compris qu'il ne pouvait pas continuer à diriger le pays avec Mbemba qui a une fraction de l'armée, une fraction militaire. C'est ainsi qu'il a mis Bemba dehors pour que lui soit tendu de diriger le pays sans accroc. Et aujourd'hui, nous laissons faire. Quand on a parlé de Mbemba, de Kabila, qu'il a un arsenal important à Kingakati, il a des arsenaux partout ailleurs disséminés à travers le pays, on doutait de cela. Et pourtant aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous voyons son épouse avec des gens qui ont des Uzi 47, qui ont des FAL, en train de le protéger avec ça. Nous disons non, nous sommes au bord du désastre. Vraiment au bord du désastre. Est-ce que nous avons compris ce message? Ou nous le comprendrons quand ces gens feront une irruption au Parlement en tirant sur autant de parlementaires? Parce qu'ils sont là, ils ont les moyens de violence entre leurs mains. Est-ce que nous comprendrons que ce problème, c'est un problème sérieux lorsque ces gens-là vont commencer à éliminer certains leaders politiques dans notre pays? Est-ce que nous comprendrons que le problème est sérieux quand ils feront irruption à la présidence et tirer sur des conseillers du chef de l'État? Il ne faut même pas attendre parce que les signaux qui nous ont lancés sont clairs. Déjà après, quelques jours après le crash de l'avion de la logistique du président de la République, le garde du corps du chef de l'État, le garde du corps rapproché du chef de l'État a été cruellement abattu chez lui. Ce sont des messages très sérieux que nous sommes capables de vous atteindre n'importe où vous serez. C'est du gangstérisme politique. Pendant combien de temps attendrons-nous que ce gangstérisme fleurisse davantage dans notre pays? Eh bien, il n'y a pas que ça. Le gangstérisme politique, tel qu'il s'est passé dans certains pays, il a sémé les chaos. Regardez le Mexique, par exemple, avec ce qu'on a appelé les cartels de la drogue. Ces gens qui paralysent toute une ville avec des armes pour empêcher l'armée et la police de mettre la main sur un leader du cartel. C'est là que nous sommes en train de tendre. Il faut que les gens comprennent. Je ne sais comment nous le dirions pour qu'on arrive à nous comprendre. Eh bien, on n'a pas que ça. Les gangstérisme politiques, c'est en fait ces groupes de Mira qu'on appelle les Bakatakatanga, qui sont déjà entrés 3 fois cette année-ci dans la ville. Ils ont fait éruption dans la ville de Lubumbashi pendant 3 fois au cours de cette année-ci. Mais ce qui attire notre attention autour de cela, c'est en fait la manière dont cela s'est produit. Ce gangstérisme politique. Comment il s'est produit? Le même mode opératoire quand il vient. Le même axe d'entrée dans la ville. Toutes les 3 fois. C'est curieux que la même police qui est là, les mêmes forces de l'ordre qui sont là, n'arrivent pas à contrôler, à faire de la proaction pour empêcher que ces gens-là viennent troubler la sécurité et la paix des populations de Lubumbashi. Ça, c'est vraiment très curieux.
Et on se demande si, alors, les Bakatakama, il n'y a même pas à se demander là-dessus. On arrive à la conclusion que ce Bakatakatanga, qui sont en fait des milices de la Mira, les gens qui connaissent la Mira, le mouvement indépendantiste, quelque chose comme cela, eh bien, ce sont des gens qui sont des connivences avec les autorités politiques, qui sont des connivences avec l'armée, qui sont des connivences avec la police. C'est là que nous considérons cela comme n'étant pas un jeu loyal dans l'arène politique du Congo. C'est tout simplement du gangstérisme politique. En fait, qu'est-ce qui arrive? Nous disons bien et avec conviction, d'après nos recherches, que ces gens-là sont des connivences avec les autorités politiques parce qu'en fait, la première fois que ces gens arrivent, et ils sont reçus par l'ancien gouverneur des provinces. Ils sont reçus par l'ancien gouverneur des provinces quand on devait penser à la démobilisation de groupes d'un certain Gideon Kyungu. C'est pas Kyungu Okumanza, en fait. Et bien, ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont été reçus. Et Kyungu, à un moment donné, il fut jugé, il fut mis en prison, et il s'est échappé de la prison. Comment un criminel de cet acabit, de cet ordre-là, puisse facilement s'échapper de la prison? Non seulement il s'est échappé de la prison, en fait, c'était en 2011, en 2013, on a vu ce genre, les Bakatakatang, entrer avec des drapeaux du Katanga indépendant, de l'État indépendant du Katanga dans la ville. Et en 2016, Gideon est accueilli avec fanfare et trompette dans la ville de Lubumbashi. Et c'est vraiment bizarre à comprendre parce que ce tombe-là sera logé aux frais de l'État congolais, sera nourri aux frais de l'État congolais, sera blanchi aux frais de l'État congolais. Un rebelle. On comprend que c'était le genre que le pouvoir de Kabila se mettait en réserve pour des événements bien précis. Parce que finalement, nous apprendrons que cet homme, il était au cœur des événements qui se sont passés dans les Kasaï. C'est sa milice qui a zéguillé, qui a tué, qui a brûlé, qui a endeuillé, qui a incendié des champs, énormément de choses. Et cet homme, on ne l'a jamais inquiété. C'est ça du gangstérisme politique. En fait, comment arriverons-nous à sécuriser la paix dans le pays en général? Parce que les gens qui lancent ces hommes pour des raisons qui leur sont propres, en fait, il faut ici deviner pourquoi est-ce qu'ils ont lancé des gens comme ça. C'est pour peut-être donner un message à la communauté internationale que le nouveau pouvoir de Kinshasa ne maîtrise pas le pays, ne maîtrise pas la sécurité. C'est ça les motifs du lancement de ce genre d'individus. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Nous devons arriver à comprendre qu'il y a des mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent à la lumière des recherches qui ont été faites. Les hommes de Mira, en fait, ce sont des gens qui étaient sous surveillance, entre guillemets, de l'inspection générale de la police. Qu'est-ce que l'inspecteur général de la police a fait? De deux, il y a les services de renseignement qui sont sur place au Katanga, qui sont sur place dans le Haut-Katanga, bien entendu, et sur place dans le pays en général. Quels sont les renseignements qu'ils ont réunis pour arriver à neutraliser ce troupe? Au regard de la manière dont les choses avancent, rien du tout n'a été fait. De trois, nous avons l'état-major qui s'occupe de la protection, de la défense de la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher, de manière proactive, pour empêcher que ces gens rentrent encore? Imaginez que cette année-ci, ils sont entrés 3 fois. Rien du tout. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, il faut arriver à prendre d'autres mesures. Les mesures qu'il faut prendre, c'est réformer complètement la police. Réformer complètement les services de sécurité.
Mais quand il faut réformer les services de sécurité, ça a toujours beaucoup de répercussions, beaucoup de conséquences. Et là, je vais dire que si le chef de l'État veut réformer les services de sécurité aujourd'hui, il faut qu'il ait ce qu'on appelle backup en anglais. C'est-à-dire qu'il ait une base arrière qui lui permet de faire face à tous les imprévus, tous les aléas en fait de ce genre qui n'accepteront pas de bonne foi que leur service soit réformé. Ça, c'est cela qui va arriver. Je vais vous donner l'exemple de ce qui est arrivé au Togo, par exemple, avec le président Eyadema. Comment est-il arrivé au pouvoir? C'est parce que le président Olympia voulait réorganiser l'armée, il voulait retraiter tous ceux qui transfugent de l'armée française. C'est ainsi que les Eyadema l'ont dévancé et ils sont allés le tuer. Eyadema était fier de dire que je l'ai tué de ma propre main. En fait, quand on fait la réforme, il y a des gens qui sont très résistants à la réforme. Et voilà, donc il y a nécessité absolue de faire la réforme. Mais il y a un événement d'actualité, c'est la messe de PPRD à Lubumbashi, il n'y a pas très longtemps, où ils disent que bientôt le président Kabila va rentrer sur la scène politique. Il faut qu'on en dise un mot. Le président Kabila rentre sur la scène politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a toujours été présent sur la scène politique en tant qu'autorité morale des forces majoritaires au Sénat et au Parlement. C'est lui, leur autorité morale, donc il est sur la scène politique. Mais eux ne l'entendent pas de la manière la plus objective que nous sommes en train de faire, d'analyser plutôt. Ils entendent que Kabila va rentrer pour devenir chef de l'État. On n'a même pas besoin à polémiquer là-dessus. Nous disons tout simplement qu'il n'y a aucun Congolais du bon sens qui veut que Kabila rentre au pouvoir. Pourquoi? Parce que ces groupes d'oligarques s'est approprié toute la fortune du pays à lui seul, ces groupes. Depuis que Kabila est arrivé au pouvoir, les concessions minières, toutes les ressources minières ont été vendues à des prix au bas de leur valeur normale. Mais quel Congolais qui vit dans la misère aujourd'hui va accepter que cet homme qui les a bouffonnés, qui les a affamés, qui les a appauvris, quand nos enfants n'ont pas de bancs dans les écoles, les anciens n'ont pas de crédits, n'ont pas de salaire, que cet homme-là rentre encore aux affaires? Non, on n'est pas d'accord avec ça. Kabila, il a enrichi énormément les multinationales. Vous avez sûrement entendu parler des Emerald, vous avez entendu parler des ENRC, vous avez entendu parler de Glencore, vous avez entendu parler de M. Dan Guerre. Eh bien, ce sont des gens qui ont fait des fortunes énormes dans notre pays, dans les cafouillages, tout cela favorisé, encouragé par le régime de Kabila. Et c'est cet homme-là qui pense qu'il peut rentrer dans notre pays aujourd'hui pour faire quoi qu'il n'a pas réussi à faire pendant 18 ans. Et nous disons ici que dans cette histoire de fortune, il y a eu un homme qui est au centre de tout, de toutes les opérations, de toutes les transactions. C'est M. Dan Guerre plutôt, cet homme qui est devenu milliardaire alors qu'il est venu au Congo sans grand-chose. Il est devenu milliardaire. Il se targue partout d'être ami du président Kabila. Donc, les Congolais ne pourront pas accepter aujourd'hui que ces gens-là rentrent au pouvoir. Les gens qui ont tout vendu jusqu'avant les résidences présidentielles, nous avons un président qui n'a pas de résidence, ni à Kinshasa, ni à Lubumbashi. Ils se sont tout appropriés. Ce qui leur restait, c'est de vendre aux enchères la terre, les terres du Congo. Et aujourd'hui, nous avons, par exemple, une banque qu'on appelle Kwanza Bank, qui est une banque d'investissement qui a été mise en place avec l'argent du contribuable congolais. Et cette banque, c'est une banque privée détenue par Kabila et sa clique. Imaginez, vous avez aujourd'hui des fortunes terribles détenues par la famille Kabila, c'est-à-dire sa propre famille. C'est notamment M. Zoé. Laissez-moi vous lire quelque chose, les rapports
d'une organisation très sérieuse, d'une ONG très sérieuse, Bloomberg. Voilà ce qu'il dit. Bloomberg épingle Joseph Kabila, le frère cadet de Kabila. Il dit ceci. Le président Joseph Kabila et son petit frère ont un empire financier qui s'étend à tout, du tourisme à l'extraction minière. Ces compagnies, écrit l'agence, ont vendu des diamants, possédé un hôtel de luxe sur la côte atlantique du Congo, investi dans les activités agricoles, installé une franchise de fast-food, imprimé des permis de conduire, sans compter des activités minières en partenariat avec Invawe Mine Limited. Donc ils sont accaparés de tout, ils contrôlent le tout. En fait, c'est ça qui fait qu'ils sont en train de parler n'importe quoi, parce qu'ils savent quand ils viendront demain, ils vont corrompre la population, ils vont lui acheter la boire, ils vont lui acheter... et que les gens vont accepter plus facilement de leur donner la voix. Mais non, les choses vont changer, qu'ils ne croient pas que les choses vont se passer comme auparavant. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et je vous dis que les Congolais ont toutes les raisons de ne pas aimer Kabila. Pourquoi ils n'aiment pas Kabila? Nous avons aujourd'hui des milliers de morts dans des fosses communes qui crient vengeance chaque jour. Pourquoi est-ce que les Congolais n'aiment pas Kabila? Mais oui, ils ne peuvent pas l'aimer. Parce que nos libertés étaient arrachées. Nos droits humains n'étaient pas respectés. Pourquoi ils peuvent encore aimer Kabila? Et alors vous comprendrez qu'il y a des milliers de raisons qui font que les Congolais aujourd'hui ne peuvent pas être d'accord avec Kabila. J'ai reçu un écrit très sérieux de l'un des auditeurs. Voilà ce qu'il dit. Il me qualifie de journaliste, bien qu'il ne soit pas journaliste. Pourquoi vous journalistes, ne qualifiez-vous pas par le nom cet acte, ce type d'attitude, ce comportement du FCC contre les progrès des Congolais comme étant un terrorisme? Effectivement, cher ami, je t'appellerai Emma, cher Emma. Voilà pourquoi je parle du gangstérisme politique. C'est du terrorisme. Nous l'appelons simplement les termes différents, mais c'est la même chose. Terrorisme par lequel on voit les gens qui sont en train de faire la garde de Kabila, de sa femme, par exemple, avec des armes, avec des uniformes qui ne sont pas correspondants aux uniformes de notre armée. C'est du terrorisme, c'est du gangstérisme politique. C'est pour ça que nous proposons qu'il faut y mettre un terme, en réformant complètement la police, en réformant complètement les services de sécurité. Et quand on doit réformer les services de sécurité, c'est des bonnes guerres. Parce que ces gens-là, qui ont trop d'avantages, qui ont été mis par des hommes à qui ils doivent rendre compte, n'accepteront pas de bon gré que les changements soient faits. Ça, il faut que le chef de l'État le sache. J'ai donné l'exemple de ce qui est arrivé à Togo. Donc, et vous parlez, vous dites par exemple, il y a des problèmes de nos mines, que vous devez, le peuple a besoin d'instructions sur les ressources du Congo, doit connaître les qualités et les coûts de ses richesses. Il revient à vous, journalistes, de le faire aussi, à part les enseignants dans les écoles. En tout cas, c'est bien de dire les choses par leur nom si vous aimez notre Congo. Évitez les spéculations, des mots inutiles. Effectivement, allez regarder, je pense, notre vidéo, notre émission la fois passée, nous avons parlé des richesses. Pourquoi est-ce que le Congo est appelé scandale géologique? Jusqu'à présent, on a démembré à peu près une cinquantaine de produits, de minéraux, mais nous en exploitons seulement 12. Parmi les 12 là, nous sommes le deuxième producteur mondial. Qu'est-ce que j'ai dit? Deuxième en termes de réserve mondiale du cuivre, avec 10%. Nous sommes deuxième en termes de production du diamant, ou si vous voulez bien des réserves du diamant dans le monde, 30%. Nous avons des gisements de fer estimés à plus de 70% dans le monde. Nous avons en fait des cobalt que nous représentons, dont nous avons la proportion estimée à plus de 60 à 80% dans le monde. Nous avons les coltans, nous avons tous ces minéraux là-bas, malheureusement, qui ne profitent pas du tout aux Congolais parce qu'ils sont pillés, ils sont bradés
donné aux étrangers sans l'équivalent d'un vin normal. C'est pour cela que je dis, notre bonheur, c'est nous-mêmes la prise de conscience. Nous devons arriver à prendre conscience que nous avons affaire à des gens qui ont détruit ce pays, qui croient que tout leur appartient, ils peuvent rentrer comme ils veulent encore au pouvoir. Nous devons faire barrer la route à ces gens-là pour qu'ils ne rentrent plus jamais au pouvoir. Voilà, mon cher ami, quelques réponses à vos préoccupations. Je crois que nous n'allons pas mâcher les mots, nous le disons très clairement. Il y a aujourd'hui gangstérisme politique. Il faut qu'on arrive à les résoudre. Il faut absolument qu'on arrive à trouver la solution à ce problème. Et moi, je pense que la solution, c'est quoi? La solution, c'est absolument réformer les services de police, réformer les services de sécurité, des renseignements, etc., pour que nous ayons de nouveaux services. Il est temps que le président ait une garde présidentielle qui lui est propre, qu'il peut contrôler. Il est temps, ce maintenant, qu'il faut le faire. Ce maintenant qu'il faut le faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Merci infiniment, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous avions comme titre « Quelle stratégie faut-il utiliser pour anéantir définitivement le gangstérisme politique qui est dans notre pays ?» Effectivement, dans notre pays, il y a du gangstérisme politique. On a vu des gouverneurs qui se rebellent contre le ministre de l'Intérieur. C'est du gangstérisme politique. On a vu un ministre qui s'oppose à l'application d'une ordonnance du chef de l'État. C'est du gangstérisme politique. On a vu des mouvements rebelles, par exemple le Mira au Katanga, qui, avec des gens qu'on appelle les Katakatans, qui entrent dans la ville, par le même mode, par le même axe. Et les services de sécurité ne font aucun effort pour mener des actions proactives afin d'anéantir complètement ce groupe. C'est du gangstérisme politique. Il nous faut absolument mettre fin à cela et la balle est entre les mains du chef de l'État. Il doit jouer le pouvoir. Nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas peur, comme notre chef de l'État, il vous dit il peut mourir pour le Kivu. Oui, mais le Kivu, là-bas, les gens là ont échoué pendant 10 ans. C'est eux qui ont permis que nos filles soient violées, nos femmes soient violées, nos tantes, nos mères, nos sœurs soient violées. Maintenant, c'est le chef de l'État qui est en train de mettre fin et ça ne plaît pas à tous ces gens-là. Mais nous disons bien que le chef de l'État, nous avons besoin de lui. Il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'il soit en vie parce que les projets dont il est porteur, s'il meurt, ce projet-là s'arrête. On me dira, non, vous croyez qu'il n'y a pas d'autres gens qui peuvent le faire. Mais ils ne vont pas le faire comme lui. Parce que, je vous dis même dans une forêt, il n'y a pas deux feuilles qui soient identiques. Il a un projet, c'est lui qui peut mettre ses projets vraiment en application pour que l'on voie un Congo nouveau, un Congo qui change. Merci, chers compatriotes. Nous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous sommes très attentifs à vos observations, à vos remarques. Elles sont les bienvenues. Eh bien, envoyez-les-nous et nous allons absolument les analyser et les décortiquer. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous avons analysé votre proposition, faites-le nous savoir. Nous tâcherons de vous satisfaire. Merci et bon week-end chez vous. Bye bye.